Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Pour ce mois de mai 2023, voici les spectacles que le ciel nous réserve. La lune gibbeuse dévoile le golfe des Iris et les cratères Aristarque, Kepler, Gassendi en début de mois. Saturne visite notre satellite le 13 mai. La lune cendrée brille doucement sur la lune le 22. Vénus et la Lune sont très proches le 23 et le lendemain, la Lune visite Mars. Pour commenter ces événements, Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine m'accompagneront comme chaque mois et vous pourrez découvrir leurs chroniques habituelles et leurs coups de cœur en fin d'émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Sébastien, nous démarrons tout de suite avec votre chronique mensuelle consacrée à l'histoire de l'astronomie, la petite ou la grande. Ce mois-ci, vous allez nous parler, je crois, de Fabricius. Mais oui. Qui est Fabricius ? C'est David. David Fabricius. David Fabricius. Mais oui, voilà. Dites-nous en plus. Alors, c'est un Allemand né en 1564, mort en 1617, donc contemporain de Galilée. On va y revenir. Donc, pasteur luthérien, passionné de science et d'astronomie. Et c'est un des précurseurs à l'utilisation de la lunette, finalement, à l'époque de Galilée. On va y revenir également. Donc quelques rappels historiques. Vous savez que depuis Aristote, donc en gros 350 avant Jésus-Christ, on considère que les étoiles sont toutes figées, immuables, cette sphère des fixes éternelle. Alors parfois, bien sûr, on a pu remarquer ça et là l'apparition d'étoiles nouvelles, ce qu'on appelle des novas, comme celle de 1572 par Tycho Brahe ou la nova de 1604 observée notamment par Kepler. Et donc notre Fabricius, donc à une époque où Copernic est déjà passé par là, où on commence à changer un petit peu la façon dont on voit un petit peu les mouvements dans le ciel, eh bien observe justement les astres. Et en 1596, avant d'utiliser une lunette, il étudie le mouvement des planètes et il a besoin de points fixes pour bien mesurer le mouvement des planètes. Et les points fixes, bien sûr, ce sont les étoiles. Et il remarque qu'une de ces étoiles repère, a un éclat qui fluctue. Il est en train de découvrir finalement celle qu'on appelle aujourd'hui Mira Ceti, donc une étoile variable. Et là encore, cette observation contredit un petit peu les dires d'Aristote, qui veut que le ciel soit parfaitement immuable et éternel. Alors en 1610-1611, son fils Johann lui ramène des Pays-Bas une lunette. Vous savez qu'on a toujours du mal à savoir avec précision d'où viennent les lunettes. On sait que ça vient globalement des Pays-Bas. Et donc le père et le fils, donc père et fils Fabricius, vont se lancer dans des observations à la lunette, comme le fait Galilée de son côté en Italie. Et les Fabricius vont s'intéresser particulièrement à l'observation des taches sur le Soleil. Alors, on ne découvre pas les taches à cette époque-là, mais en tout cas, il y a une observation régulière qui est faite des taches par Fabricius à la lunette. On va commencer à utiliser le système de la projection en chambre noire pour ne pas se griller trop les yeux. Et du coup, ils vont se rendre compte que les taches finalement se déplacent d'est en ouest à la surface du disque solaire. Elles se déplacent à une vitesse constante avant de disparaître derrière l'étoile finalement, puis elles vont réapparaître de l'autre côté. Et le temps que les taches vont mettre à traverser le disque du soleil est le même que celui où elles restent invisibles. Et là, on est face à la première preuve de la rotation du Soleil, qui encore une fois est en contradiction avec les écritures des anciens. Alors les Fabricius, père et fils, vont publier un ouvrage en 1611 qui s'appelle, je cite, Narration des tâches observées sur le Soleil et de leur apparente rotation avec le Soleil.
un titre aujourd'hui, je pense qu'on essaierait de trouver mieux. Les éditeurs refuseraient de publier un titre comme celui-ci. Oui, pour un article scientifique, ça pourrait passer. C'est vrai, alors on en reparle après. Mais toujours est-il que leur livre, voilà, qui relate l'observation des tâches et finalement la démonstration qui est faite, que le Soleil tourne sur lui-même, eh bien cet ouvrage va rester confidentiel et vraiment éclipsé, le mot n'est pas trop faible, par les écrits de Galilée, bien sûr, à qui on attribue bien souvent à tort la paternité de ce genre de découverte, même si des gens comme Harriot ou Scheiner ont pu aussi observer eh bien, les tâches à la surface du Soleil. Donc voilà, je voulais rendre un petit peu hommage à Fabricius quand même. C'est un nom qu'on croise parfois dans la littérature qui traite d'histoire de l'astronomie, et donc c'est quelqu'un qui a eu un destin assez triste, alors comme tout le monde il est mort, évidemment, il est mort en 1617. Ça c'est triste. Mais il est mort d'un coup de pelle sur la tête, figurez-vous. Ça c'est pas drôle. Oui, suite à une querelle, des gens lui avaient piqué des oies dans son jardin, il a porté plainte et le gars était pas content, coup de pelle, il est mort. Voilà, c'est la fin de ma chronique. Elle ne me laisse quoi? Écoutez, c'était des oies. C'était des oies, pardon. Alors je vous laisse la parole, Sébastien, après un final comme celui-ci, parce qu'on va commencer avec cette exploration de la Lune, donc en mai, que nous pouvons tenter en début de mois. Notre satellite est à 45 degrés d'élévation au-dessus de l'horizon. Sa phase sera pleine le 5 mai. Ça nous laisse quelques jours pour arpenter quelques jolies formations de premiers quartiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter, nous inviter un petit peu à observer la Lune? Oui, alors on peut commencer par l'observation le repérage de Platon, qui est un cratère très, très facile à trouver sur notre satellite, donc plutôt dans le nord de notre satellite. Donc Platon a un cratère à fond plat de 150 km de diamètre qui se détache très très bien. N'importe quelle carte vous permettra de le trouver très facilement, et à partir de ce point de départ, eh bien, on va pouvoir pérégriner un petit peu comme ça jusqu'au sud de la Lune. Donc en partant du nord, et légèrement au nord-ouest de Platon, on va tomber sur une grande chaîne de montagnes, le Jura. Vous savez que sur la Lune, il y a des noms de montagnes qui, pour la grande majorité, sont les mêmes noms que l'on trouve sur Terre. On ne s'est pas embêté sur ce côté-là. Donc le Jura, qui borde le golfe des Iris. Vous savez que vous aimez bien cette région de la Lune, je crois, vous en parlez souvent dans vos textes. Non, sans doute, peut-être, oui, voilà. Si vous le dites. Voilà, je vais le dire. Donc le golfe des Iris, c'est un gigantesque golfe de 250 km de diamètre, dont la moitié des remparts ont disparu, et le reste, justement, forme cette chaîne montagneuse que sont le Jura lunaire. Et quand on observe au télescope le Jura, eh bien, on voit comme une espèce de gigantesque croissant qui vont finir de part et d'autre de la chaîne de montagne par deux caps, le cap Laplace et le cap Héraclite. Et là, c'est fabuleux parce que quand on observe avec un 200 mm d'ouverture, avec un grossissement d'au moins 100-150, il ne faut pas hésiter à grossir quand le ciel le permet, eh bien, on voit vraiment des centaines de cratères, de formations rocheuses, géologiques, et on n'a qu'une envie, c'est d'en savoir plus et de prendre des cartes bien plus détaillées finalement de la Lune pour vraiment découvrir la géologie et la géographie de cette partie du satellite. Alors si on suit le même méridien en partant vers le sud, eh bien on va finir par tomber sur le cratère Aristarque, qui est également un cratère bien visible, assez récent, un des plus récents répertoriés sur la Lune. On estime qu'il a environ 400 millions d'années d'existence. Et juste à l'ouest de ce cratère Aristarque, eh bien, on peut voir au télescope la vallée Schroeter, qui est une ancienne coulée de lave qui mesure à peu près 150 km et qui donne l'impression de voir un serpent pétrifié finalement, quasiment accolé au cratère Aristarque. Donc ça, c'est une jolie formation observée à cette époque où finalement la lumière est assez rasante, on est proche du dernier quartier, et donc c'est le moment le plus favorable pour essayer de voir cette jolie vallée. Si on descend encore un peu plus au sud, eh bien on va tomber sur le cratère Kepler avec des éjectats très marqués, et enfin plus au sud encore, eh bien on tombe sur Guinzandi. Donc un gigantesque cratère de 110 km de diamètre. On est au nord de la mer des Humeurs, si vous voulez vous repérer sur une carte. Et là, aux jumelles, déjà, on apprécie vraiment les contours très escarpés du grand satellite. Et avec un télescope de 200 mm d'ouverture, eh bien, on met en évidence les nombreuses rainures, finalement, qui vont pas forcément toutes converger vers le centre. Au centre, par contre, on va voir plusieurs pics
les fameux pics centraux des cratères. Et ce qu'il y a vraiment de très chouette quand on observe pendant quelques dizaines de minutes, quelques heures ou d'un soir à l'autre, c'est de voir les ombres des pics, évidemment, se déplacer sur le fond du cratère. Et ça fait partie, en tout cas pour moi, des plus belles observations à faire sur la Lune. Donc prendre le temps, attendre que l'œil s'habitue, surtout attendre de voir toutes ces ombres bouger et toujours se convaincre que vous assistez à des levées, à des couchers de soleil finalement dans le fond des cratères lunaires. Donc là, sur Garcilly, on peut vraiment s'y employer. Donc consacrer le tout début de votre mois de mai à l'observation de la Lune. J'ai parlé de premier quartier. Le premier quartier sera évidemment passé le 1er mai. On se dirige vers la pleine Lune et donc on a plutôt une Lune gibbeuse. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Cyril, on en parle rarement, mais en fait on peut photographier les cratères de la Lune. C'est bien. Oui, on peut, mais alors effectivement pas le 5. Pas le 5 mai. Pas le 5, non. Pas le 5 mai, vu que c'est la pleine lune, donc ça va tout à plat, pas très joli. C'est bien d'attendre, par exemple, soit un dernier croissant, soit un premier croissant. Donc à un moment où on voit en nombre rasante les cratères. Moi, je conseillerais de faire le 25, par exemple, fin de mois. Autour du 25, on va avoir un autre groupement qui est assez joli, parce qu'on va avoir à la fois Catherine, Théophile et Cyril. Théophile, Cyril et Théophile sont imbriqués l'un dans l'autre. On a sur Cyril un petit cratère d'impact avec un pic central sur un des bords. Sur Théophile, on a plein de pics centraux. On en a 3-4, donc c'est assez joli. Donc comment on ferait une photo ? On prendrait... comment je ferais plutôt. Donc il y a évidemment plusieurs techniques. Donc ça serait... Pour moi, idéalement, un Schmitt casse-grain type 200 mm avec 2 mètres de focale, soit un appareil photo qui permet la vidéo, soit quand on est un peu plus âgé comme moi, une vieille DMK 31, ou plus moderne comme Sébastien, une ASI 120 qui est donc ce sont des caméras CCD, des petites caméras abordables, ça vaut 200 € à peu près, neuves, parce qu'on en trouve aussi d'occasion. Et à ce moment-là, vous filmez, c'est-à-dire que vous trouvez un moment où il n'y a pas de turbulence, quand même. Vous faites une petite vidéo avec un temps d'exposition le plus rapide possible pour être sous la turbulence. Et puis après, il y a un travail sur ordinateur, c'est-à-dire qu'idéalement, vous récupérez une centaine, vous triez vos images. Donc il y a des logiciels comme Registax, comme AutoStaker qui vous permettent de le faire, où vous allez à la fois identifier les images qui sont propres, il n'y a pas de flou, les isoler, puis après vous allez stacker, c'est empiler ces images, et après vous allez faire les traitements une fois qu'elles sont additionnées, empilées, pour améliorer l'image. Donc vous aurez comme ça une image de cratère sur la Lune, par exemple. Et d'ailleurs, peut-être que je peux en profiter pour rappeler à nos auditeurs que sur la chaîne YouTube de Ciel Espace, on a fait une série, Jean-Luc Dauvergne a fait une série où il nous propose ces fameux conseils d'utilisation de Registax, d'AutoStaker, etc. Et ça fonctionne bien, parce que moi-même, qui suis un béotien total, voilà, je l'avoue, en astrophoto, j'ai réussi à faire des photos de la Lune, dont j'étais très fier, au moins moi. Donc c'est déjà ça. Donc si vous êtes béotien, vous aussi, derrière vos enceintes qui nous écoutez, n'hésitez pas à tenter une photo de la Lune. C'est toujours assez facile et puis c'est assez gratifiant parce que ça marche bien. On passe au 13 mai, la Lune encore, mais qui maintenant est en dernier quartier, rend visite à Saturne. Sébastien, il faut regarder dans quelle direction et vers quelle heure ? Alors plutôt vers l'est. Alors Saturne se lève vers 4h du matin. Donc il faut attendre qu'elle prenne un petit peu de hauteur pour la voir. Mais il faut se dépêcher parce que le soleil, lui, se lève à 6h20. Donc, mais bon, Saturne reste assez brillante, magnitude 1, donc malgré l'arrivée prochaine du Soleil dans un crépuscule du matin, on voit très bien Saturne et la Lune, bien entendu. On peut dire en 2 mots comment on reconnaît, j'ai parlé de dernier quartier, on n'était pas loin du premier quartier en début de mois. C'est quoi la petite astuce mémotechnique pour reconnaître un premier quartier d'un dernier quartier ? Dites-le tout. Ah, le coup de la barre. Oui, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. C'est ça ? Dans l'hémisphère nord. Oui, bien sûr, évidemment. Mais dans l'hémisphère nord, si vous mettez une barre à côté d'une demi-lune, ça fait un P, c'est le premier quartier, ça fait un D, c'est le dernier quartier. Et puis le lundi, c'est la Lune, et puis le mardi, c'est Mars, et puis le mercredi, c'est Mercure, et puis le jeudi, c'est Jupiter, et puis le vendredi, c'est Vénus.
Merci dimanche. beaucoup. Les dimanches. C'est Sunday. Ah, oui, C'est une glace au McDo. Vous voulez qu'on la refasse ou on laisse comme ça? C'est très On bien assume. comme ça, on va voir, on assume. tu assumes. Le 22, on continue messieurs. Nous vous invitons le 22 mai à profiter de la lumière cendrée de la Lune. La première interprétation scientifique du phénomène est due à Léonard de Vinci, paraît-il. On en a parlé le mois précédent de cette lumière cendrée. Rapidement, comment on l'explique, Cyril ? Eh bien, c'est simplement en fait la lumière du soleil qui se réfléchit donc sur les nuages blancs terrestres, sur les océans, et qui renvoie la lumière dans l'univers en fait, sur le côté là, et qui va éclairer en fait le côté non éclairé directement de la Lune. D'où cette lumière un petit peu cendrée, c'est-à-dire qu'on voit le contour de la Lune qui n'est pas éclairé directement par le soleil. Et d'ailleurs c'est le livre le plus cher, hein, c'est-à-dire que les observations qui avaient été faites par Léonard de Vinci, donc en 1508, il a réalisé un livre où il y a, je crois, plusieurs dizaines de pages de croquis, et ce livre est toujours le livre qui a été vendu aux enchères le plus cher du monde, puisqu'il a été acheté par Bill Gates, 30 millions de dollars, et je crois qu'il a été exposé il y a quelques années à Paris. Jardin du Luxembourg. Très bien, merci beaucoup. On passe à l'événement suivant, le 23 mai. Un joli rapprochement à observer entre la Lune et Vénus. Là encore, Sébastien, il faut regarder dans quelle direction, et c'est à quelle heure que ça se passe ? Alors ça va se passer entre les étoiles Castor et Pollux, constellation des Gémeaux, c'est bon de le rappeler. Donc à 22h30, Vénus se trouve à 23 degrés de hauteur, donc elle est encore assez haute. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que si vous observez Vénus à la lunette ou au télescope, eh bien, vous mettez en évidence sa phase. La Lune sera en croissant encore assez fin, puisque hier, on voyait la lumière cendrée, donc le croissant reste assez fin. Et puis, Vénus, quant à elle, présentera une phase un peu gibbeuse. Je crois qu'elle a 55 ou 58% d'éclairage, d'éclairement, je ne sais pas comment on dit. Du coup, voilà, une jolie Vénus gibbeuse au télescope, avec toujours son éclat fabuleux de magnitude -4. Très bien, on passe au 24. Cyril, la Lune encore visite Mars. Cette fois-ci, les deux astres sont à 3 degrés l'un de l'autre. Ce sera peut-être pas très spectaculaire ? Ouais, c'est toujours rigolo, mais ce qui est vraiment rigolo, c'est de regarder la veille et le lendemain en réalité. C'est-à-dire que la veille, le 23, on aura la Lune entre Mars et Vénus. C'est-à-dire que Vénus est plus près de l'horizon. Et puis, donc le 24, on aura bien la Lune, et juste en dessous, 3 degrés en dessous, la planète Mars. Et puis encore le lendemain, là, elles seront quasiment toutes les trois alignées, avec Mars qui sera parti encore plus haut dans le ciel. Donc ce qui est rigolo, c'est de se rendre compte en fait des déplacements de la Lune qui tourne autour de la Terre. Assez rapidement d'ailleurs. L'heure de la chronique photo est arrivée. Cyril, vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto en partageant vos astuces et parfois même en partageant vos secrets. Ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique photo ? C'est retrouver et photographier M51, la galaxie des chiens de chasse. On est au mois de mai, et elle est quasiment à 23h, elle passe le méridien, là, elle est au plus haut dans le ciel. Donc c'est assez... elle est facile à retrouver. Vous avez la grande ours quasi au-dessus de votre tête là. Et première chose à retrouver, c'est bien sûr les 2 étoiles du manche de la casserole, Alcor et Mizar. Mizar, c'est celle qui est la plus près du récipient. Donc une fois que vous avez Alcor, vous allez sur le bout de la casserole, donc sur Alcaïde. Et une fois que vous êtes sur cette étoile-là, si vous avez une monture équatoriale, c'est assez facile à faire. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner vers le récipient, vous vous déplacez à peu près de 2 degrés, et une fois que vous arrivez sur une petite étoile, il n'y en a qu'une de toute façon qui est sous ce manche de la casserole, vous redescendez encore de 2 degrés, à ce moment-là vous avez 3 étoiles qui forment un joli petit triangle équilatéral, et à côté de l'étoile la plus brillante de ce petit triangle, vous avez la galaxie des chiens de chasse. Le déplacement 2 degrés, en gros, c'est un demi-champ de chercheur.
Ça vous permet de vous dire que quand vous avez pris l'étoile Alcaïde, donc la dernière étoile, vous la mettez sur un des bords. À ce moment-là, vous êtes au bon endroit et vous refaites pareil, vous redescendez. Et si vous avez un go-to, vous appuyez. Ah oui, si vous avez un go-to, c'est beaucoup plus facile, effectivement. Enfin, si vous savez l'initialiser au début quand même, Voilà, parce que il y a quand même les 3 étoiles. Il y a quand même quelques petits trucs à faire quand même. Et puis si vous avez bien mis la bonne latitude, enfin, il y a des petites astuces quand même. On peut rater aussi. Et une fois que vous l'avez trouvé, une fois que vous l'avez trouvé, alors soit vous avez alors idéalement une petite lunette par exemple, enfin quelque chose qui fait peut-être 600 mm de focale. Bon, ça peut être beaucoup plus évidemment. Un appareil, donc soit une caméra, soit un appareil photographique. Et là, en supposant que vous avez suivi les précédentes rubriques qui parlaient de la mise en station, etc., ou que vos go-to soient bien initialisé, vous cumulez de nouveau, vous faites un maximum de photographies et puis ensuite avec des logiciels de traitement de nouveau d'images, vous allez additionner ces images. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec les boîtiers modernes, là, c'est-à-dire que que ce soit les Sony, les derniers hybrides Sony ou Canon ou Nikon, enfin les derniers, ils ont tous quasiment les mêmes capteurs là. Ce qui est très impressionnant, c'est que au bout de 20 secondes, 30 secondes de pause avec une petite lunette, et vous avez instantanément déjà la galaxie qui se forme et c'est complètement bluffant même pour des débutants, quoi. Très bien, alors tentez d'observer la galaxie des chiens de chasse en ce mois de mai. La fin de cette émission approche. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois. Un astre, un livre, une mission spatiale, je le répète à chaque fois, une exposition, un astronome, un instrument. Vous avez le choix. Quel est votre coup de cœur, Sébastien, ce mois-ci ? 2 coups de cœur, dont un partagé avec Cyril. Très bien. Alors 2 livres. Le premier, écrit par Johan Kiken, L'eau dans l'univers, donc tout est dans le titre. Alors c'est intéressant parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'études approfondies sur la recherche de l'eau dans le cosmos. La plupart des auditeurs n'ignorent pas que l'eau est assez abondante finalement dans le système solaire, dans ses différents états, et qu'on la trouve même de façon surprenante à la surface d'étoiles comme le Soleil. Donc Johan Kiken nous reparle un petit peu de toute l'histoire de cette quête de l'eau dans l'univers. Il y a quelques années, il avait écrit aussi un livre sur l'histoire de l'astronomie, s'appelait Les secrets du cosmos, qui était vraiment très agréable à lire également, bourré d'anecdotes très intéressantes à reprendre lors des dîners familiaux du dimanche midi. Donc voilà, je vous invite à lire L'eau dans l'univers de Johan Kiken aux éditions du CNRS, 256 pages bien investies. Parfait. Le deuxième ouvrage qui nous intéresse, Cyril et moi, c'est la cosmographie, ou du moins une réédition augmentée de la cosmographie de Denis Savoie, que les auditeurs connaissent aussi. Alors les cosmographies, vous savez, ce sont ces livres de cours qui n'ont pas forcément fait le bonheur de tous les écoliers, tous les collégiens et lycéens des années passées, puisque jusque dans les années 60, la cosmographie était enseignée par l'éducation nationale, et par cosmographie on a surtout en tête l'étude du mouvement des astres, le repérage des étoiles. Ça c'est la partie la plus facile, presque la plus anecdotique, mais grâce à la cosmographie on cherche à mieux étudier justement les mouvements qui régissent finalement les astres. Alors le bouquin de Denis Savoie s'architecture en différents chapitres, un chapitre sur le mouvement diurne, un chapitre sur le soleil et les mouvements de révolution. Là on va vous parler des saisons, du temps solaire, l'histoire du calendrier, les différentes ères, un chapitre dédié à la lune, à ses mouvements, les phases, les éclipses, ou encore un chapitre dédié aux planètes avec les lois de Kepler, les élongations, tout ce genre de vocabulaire d'astronomie plutôt de position, qui est encore utile, je trouve, à lire aujourd'hui, puisque ce sont des sujets dont on ne parle quasiment plus, alors certainement pas en cours, et très très peu finalement dans les ouvrages un peu plus classiques dédiés à l'astronomie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cyril. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que maintenant on a dans nos poches des petits ordinateurs qu'on appelle des smartphones là, et on utilise directement des logiciels qui vont nous permettre d'avoir la position du soleil à tel moment,
ascendant, la position de Vénus, le lever. Je ne sais pas si David, vous avez l'intention de mettre une véranda chez vous. Vous allez peut-être vous poser la question quelle hauteur pour que le soleil, même en été, arrive à tel endroit dans ma véranda, ou en hiver atteigne quand même la fenêtre de la cuisine. Enfin, des détails comme ça. Alors, on peut utiliser des logiciels des applications sur nos smartphones, mais ce qui est quand même très sympa, c'est avec un tel livre, c'est de comprendre réellement ce qui se passe, quoi. Ouais. Alors il y a même des petits exercices, Denis Savoie nous accompagne, on passe à la question régulièrement, il faut jouer le jeu, quitte à se faire disputer par l'auteur. Les questions qu'il peut poser dans son bouquin, c'est par exemple, où l'équateur céleste est-il confondu avec l'horizon ? Ou autre question, peut-on voir la pleine lune le 21 juin au pôle Nord ? Vous voyez, des choses très, très pratiques, et c'est des petits jeux d'ailleurs qui sont assez amusants parce qu'il y a une petite gymnastique intellectuelle à reprendre. Aujourd'hui, comme le disait Cyril, on utilise les smartphones, mais même en astronomie pratique, la plupart des gens utilisent des GoTo, ce qui est très pratique pour plein de choses, mais qui emploie réellement encore les cercles de coordonnées ? Qu'est-ce que c'est ? Le temps sidéral, à quoi ça sert ? L'équation du temps, c'est quoi ? Eh bien justement, c'est toutes ces choses qui sont expliquées par Denis Savoie, et surtout, il y a le côté pratique. À quoi ça sert concrètement d'avoir ce genre de système de coordonnées encore en usage ou pas actuellement en 2023. Donc Cosmographie de Denis Savoie, c'est un coup de cœur que vous partagez, Cyril. Vous en avez un autre? Non, j'en avais un autre, mais je le partage effectivement. Donc cet autre coup de cœur, en fait, c'est un coup de cœur photo là. C'est les masterclass photographiques de l'Association française d'astronomie. Et le prochain, c'est Guillaume Canat. Ah, Guillaume. Donc, Guillaume qui va faire une masterclass. Donc le principe, c'est 2 séances. Une première où donc l'invité va à la fois décrypter ses photos, expliquer comment il les fabrique, et puis une deuxième où on est plus dans le dur, où il y a à la fois le traitement d'image, et puis entre les 2 sessions, il y a 1 mois qui se passe, ce qui fait que ça permet en fait aux personnes qui suivent la masterclass d'essayer d'imiter l'auteur. Donc c'est toujours sympa, et puis c'est des belles photos qu'il fait. Vous pouvez les retrouver donc à la fois sur le site du Monde et puis sur Guide du Ciel. Très bien. Puis les plus fidèles auditeurs de ces podcasts se souviendront que Guillaume a longtemps occupé votre siège avec son expertise évidemment du ciel. Les éphémérides de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Sébastien Fontaine et à Cyril Birnbaum pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous donne rendez-vous au mois de juin, et d'ici là, songez à vous abonner à Ciel et Espace. Bon ciel à tous, à toutes, et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.